Bonjour, bonjour. Salut. Bienvenue au premier podcast du groupe Facebook Bilbo le Hobbit, donc dédié à Bilbo le Hobbit. Aujourd'hui, nous vous proposons une analyse des 3 premiers vlogs de Peter Jackson, donc les 3 premiers journaux de production qui ont été publiés sur le net récemment. Je suis en compagnie de mon cher cousin Salvatore. Salvatore, présente-toi. Je m'appelle Salvatore, je suis le cousin de David, l'administrateur du site. J'ai 34 ans et mon métier, je suis agent de sécurité. Comment as-tu découvert l'univers de Tolkien? À vrai dire, c'est en regardant les films que j'ai découvert l'univers. Au tout début, j'ai pas trop aimé le premier volet de la trilogie. Puis, la communauté de l'anneau. Oui, voilà, c'est ça. Et c'est en regardant les 2 tours que ça commençait à me passionner. Et du coup, j'avais envie de lire les livres et c'est mon cousin qui m'a prêté ces livres. Et en ce qui concerne Bilbo le Hobbit, je trouvais ça enfantin. Alors ça fait que mon cousin insistait sur la chose, mais ne t'inquiète pas, lis-le, tu verras, c'est passionnant. C'est vrai qu'au premier abord, en fait, quand on lit Bilbo le Hobbit, en tout cas les premiers chapitres, ça ressemble beaucoup à un conte pour enfants. D'ailleurs, le livre a été écrit plus pour les enfants à la base. Mais c'est vrai que plus on avance dans le livre, et plus on se rend compte qu'il y a des scènes épiques et que franchement, c'est vraiment passionnant. Ah oui, c'est vrai, ça devient vraiment sérieux quand l'aventure commence. Voilà. Et d'ailleurs, il me semble que Bilbo le Hobbit, tu le préfères aux trois livres du Seigneur des Anneaux. Oui, je préfère. Bilbo le Hobbit, c'est vraiment un livre passionnant, quoi. C'est un sorte de condensé en fait d'action. Autant l'action elle est assez disparate dans le Seigneur des Anneaux, là autant là sur 400 pages il y a beaucoup d'événements. En fait. Vraiment, les personnages ils sont attachants, il y a de l'émotion dans le livre. Et c'est vraiment des personnages magnifiques. David, sinon, présente-toi. Donc David, 33 ans, vendeur en électronique grand public, c'est-à-dire électroménager, informatique et puis donc télé-hi-fi. Je ne suis pas étranger à l'univers du podcasting, puisque auparavant j'animais des podcasts avec Tayeb, l'administrateur du groupe Seigneur des Anneaux, la trilogie, le groupe Facebook. Non, comment as-tu découvert l'univers de Tolkien ? Donc l'univers de Tolkien, j'ai découvert il y a à peu près 18 ans, en 1993, si je dis pas de bêtises. Donc étant féru de jeux de rôle, donc jeux de rôle papier, j'aimais tout ce qui était Heroic Fantasy, etc. Et donc j'ai cherché à lire le livre de référence qui avait inspiré les différents jeux de rôle. Donc c'est tout naturellement qu'on m'a dirigé vers les livres de Tolkien, donc à savoir, on m'a conseillé Le Seigneur des Anneaux, qui n'était pas disponible à l'époque dans mon CDI, donc finalement, ils avaient un autre livre de Tolkien, donc Bilbo le Hobbit, donc, que j'ai lu. Ensuite, j'ai enchaîné donc, sur les 3 livres, les 3 tomes du Seigneur des Anneaux. Après, j'ai attaqué le Silmarillion, qui lui aussi, sur les premières pages, est assez rude à lire et un peu décourageant, mais finalement, c'est vraiment un très très bon livre. C'est un peu la genèse de la Terre des Milieux. Et enfin, après j'avais enchaîné sur tout ce qui est Fiery. Fiery, c'est un recueil de poèmes de Tolkien. On y trouve notamment les aventures de Tom Bombadil. Mais il faut avouer que c'est relativement chiant. On a tout ce qui est chansons, poèmes, tout ce que personnellement, et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes, on n'aime pas dans les livres genre Le Seigneur des Anneaux. Et était-il important pour toi de lire le premier volet Bilbo le Hobbit avant de lire la trilogie du Seigneur des Anneaux? Oui et non. Alors oui, parce qu'en fait, c'est intéressant de retrouver les personnages de Bilbo le Hobbit dans le Seigneur des Anneaux, à savoir, pour commencer, Bilbo. Ensuite, on a le personnage de Gimli qui vient d'ailleurs au Conseil Blanc avec Glóin qu'on connaît déjà de la précédente aventure. On nous parle de Balin, notamment quand il visite la Moria, et on le connaît parce que c'est un des 13 nains qui participe à l'aventure de Bilbo. On nous parle des Béornides et de Dain, donc pareil, ça, les Béornides, c'est les descendants de Béorn. Dain, il est déjà vivant, d'ailleurs il intervient à la fin de Bilbo le Hobbit. Donc de ce côté-là, oui. Par contre, en contrepartie, je veux dire, on peut très bien lire Le Seigneur des Anneaux sans avoir lu Bilbo, on n'est pas perdu, c'est vraiment des livres à part entière. Pour en finir avec les livres de Tolkien que j'ai lus, en fait, il y avait aussi les contes et légendes inachevées, qui sont plus à considérer comme des petits appendices, voire des encyclopédies qu'on consulte pour éclaircir des passages flous de l'histoire. Et donc le tout dernier livre qui est sorti donc, de Tolkien, Les Enfants de Húrin. Dans le premier extrait, on peut apercevoir Richard Taylor, qui est le directeur de Weta Workshop, en train de bander un arc. Alors, dans un premier temps, on peut tout de suite s'apercevoir qu'il s'agit d'un arc nain, donc étant donné ses formes plutôt carrées, rectangulaires, et finalement, on a bien vu qu'il s'agissait de l'arc de Kili. Tu en penses quoi, toi? En tout cas, c'est sûr, c'est pas un arc elfique, quoi. Ouais, autrement, ça serait tout en courbe. Ouais, voilà.
Je pensais que c'était Burn qui avait fourni les arcs aux nains. Effectivement, dans le livre, en fait, Beorn donne des arcs aux nains avant qu'ils rentrent dans la forêt de Mirkwood. Mais apparemment, bon, on verra comment ça se passe dans le film. Passons rapidement sur le petit glaive blanc qu'on aperçoit à côté du mini-chef de Peter Jackson pour se concentrer un peu plus sur les 4 petites statuettes qu'il y a sous le bras de Richard Taylor. Donc à première vue, on dirait des genres de gobelins, et moi je dirais ça par rapport au fait qu'en fait les gobelins des monts brumeux en l'occurrence ont des bras très longs, un peu comme des singes, donc un peu disproportionnés, et qui marchent le dos voûté dans leur caverne, toujours comme des singes. Oui, David, il ressemble même au gobelin qu'on voit dans le premier volet de la communauté de l'anneau, quand il grimpe sur les colonnes. Dans les mines de la Moria, c'est ce que tu veux dire. Voilà. Donc, c'est apparemment, donc, dans le cliché un peu plus long, on peut apercevoir un personnage en tenue de motion capture, on dirait Andy Serkis, en train d'animer justement une créature similaire. Donc ça corroborait un peu ce que tu dis, vu que la seule raison pour laquelle ils pouvaient faire des créatures en image de synthèse, c'est qu'ils ont des mouvements un peu surréalistes qu'un vrai humain ne pourrait pas faire. D'ailleurs, sur le cliché suivant, on aperçoit au fond de la salle 3 masques qui semblent appartenir aussi aux gobelins des monts brumeux. Dans le passage suivant, on peut voir les acteurs jouant les nains s'entraîner au combat, notamment à l'épée. Tu penses, David, qu'ils vont faire une chorégraphie à chaque nain? Il est fort possible, étant donné que chaque nain en fait a une arme différente, hein, qui a une lance, qui a une rapière, qui se bat avec un fléau. On a vu aussi certains se battre à l'arc, etc. Donc je pense que chaque nain effectivement aura une chorégraphie de combat différente. Chaque personnage donc aura son style, quoi. Bah, tout à fait. Hein. De toute façon, on le voit clairement, même par rapport à leur apparence visuelle, qu'il n'y a aucun nain qui se ressemble. Donc c'est aussi logique qu'ils aient carrément des attitudes et des styles de combat différents. Dans l'extrait suivant, en fait, on peut voir les acteurs s'entraîner, faire de l'entraînement physique et aussi de l'entraînement aux gestes et postures. Vu que le tournage va être éprouvant, il est normal qu'ils s'entraînent comme ça. À présent, nous pouvons voir les acteurs apprendre à monter à cheval. David, dans le livre, il ne monte pas d'épaulé? Si, mais en fait, vu qu'ils vont devoir faire une remise à l'échelle pour que les acteurs aient vraiment des tailles de nains, du coup, les chevaux vont devenir plus petits. Et qu'est-ce que c'est un poney si ce n'est un cheval, un petit cheval en fait, hein. Donc le problème sera résolu. Dans le passage suivant, on peut voir les acteurs apprendre le langage nain, donc qu'on appelle le Kuzdoul. Comme dans le Seigneur des Anneaux, les elfes ont dû apprendre le langage elfe. C'est logique donc que les nains parlent le Kuzdoul. L'extrait suivant nous révèle une créature mi-animatronique, mi-prothèse. Qu'en penses-tu, Salvatore? Moi je pense que ça pourrait être peut-être Azog ou Bolg. Azog, bon, qui est joué par Conan Stevens, qui joue dans Le Trône de Fer. Il joue la montagne à cheval. À ce propos, en fait, Bolg n'a toujours pas été casté, mais bon, il est fort probable qu'étant donné le gabarit et le fait qu'il soit père et fils, donc Azog c'est le père de Bolg, qui choisit peut-être de prendre le même acteur pour faire les 2 rôles. Alors là, on peut voir une animatronique, hein. Mais moi je pense qu'ils vont le faire peut-être en mélangeant peut-être l'animatronique avec l'effet digital, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, David? Ça reste à voir, mais bon, la conception beaucoup basée sur les animatroniques, ça c'est une vue de Guillermo del Toro, donc Guillermo del Toro qui était l'ancien réalisateur du film. On voit que c'est... moi dans un premier temps, je pensais que c'était le roi des gobelins des monts brumeux, mais de ce que j'ai entendu, il va être en fait animé complètement à la façon de Gollum, donc c'est-à-dire complètement en image de synthèse par le système de performance capture. Et en fait, Salvatore, pourquoi penses-tu qu'il s'agit de Azog ou de Bolg plutôt que d'un autre gobelin? Parce que Bolg est plus imposant physiquement que les autres orques, tout simplement. C'est vrai qu'il le décrit vraiment avec une énorme tête. Je pense qu'il doit bien faire 2 fois la taille d'un gobelin classique. Et c'est vrai qu'à ce propos, dans Seigneur des Anneaux, un gobelin et un orc, c'est pas la même chose, mais en fait, pour Tolkien, le gobelin et l'orc, c'est des synonymes en fait. Hein, c'est pas 2 créatures différentes. On verra comment ce sera traité dans le Bilbo. Selon Guillermo del Toro, je voulais rajouter David, Bolg et Azog sont décrites comme des créatures qui se déplacent très vite. C'est peut-être pour ça que tu penses qu'ils vont les faire en image de synthèse. Oui, c'est pour ça. Dans le passage suivant, nous pouvons revoir Rivendell reconstruite à l'identique. Effectivement, en fait, il y a un passage dans le livre où les nains, après être sortis des monts brumeux, se rendent chez Elrond pour faire interpréter leur carte, en fait, pour la déchiffrer. Et donc, au passage, Elrond leur révèle l'origine de leurs épées et leurs noms, donc à savoir Orcrist pour Thorin et Glamdring pour Gandalf. Et il est important de signaler que Gandalf, à l'époque du Seigneur des Anneaux, manie toujours Glamdring. Encore une autre petite précision,
Donc Orchrist et Glamdring sont deux épées qui ont un passé prestigieux, à savoir qu'elles appartenaient donc respectivement à Ectelion, donc, qui est un grand chevalier de la cité de Gondolin, et à Turgon, donc le roi de Gondolin, donc c'est une ancienne cité, une ancienne place forte elfe. D'ailleurs, dans le passage suivant, on peut apercevoir Elrond en compagnie des nains en train de festoyer à table. Le passage suivant se situe à l'intérieur des monts Brumeux. Peter Jackson nous explique que l'intérieur des monts Brumeux a été conçu de façon à ce que les parois en soient amovibles et qu'ils puissent tourner un peu sous tous les angles. Dans la scène suivante, on aperçoit, en fait, on approche de l'antre de Gollum, on peut apercevoir des ossements, donc des tibias, des fémurs, des crânes. Il faut savoir que Gollum, en dehors du poisson qu'il mange, parce qu'en fait il habite autour d'un lac, il aime se repaître de gobelins qui se seraient quelque peu égarés. Dans la scène suivante, nous pouvons voir Andy Serkis et Martin Freeman en train de tourner la scène des énigmes dans le noir. Nous voyons Andy Serkis avec une tenue. Donc c'est une nouvelle tenue apparemment. Oui, c'est une nouvelle tenue qu'ils ont utilisée dans Avatar et qu'ils vont utiliser dans le nouveau film de Rupert White, Rise of the Planet of the Apes. Voilà, donc, et ça permet quoi exactement cette nouvelle technique de, apparemment on appelle ça la performance capture? Avoir plus de réalisme au niveau du personnage, quoi. Et avoir une meilleure intégration entre le personnage digital et le personnage réel. J'ai cru comprendre aussi que le réalisateur avait une sorte de caméra virtuelle et qu'il pouvait se déplacer à loisir dans les décors, donc en image de synthèse, et choisir son angle de caméra comme il ferait dans un décor réel.